Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Le réchauffement climatique a dépassé un seuil symbolique. 2024, l'année la plus chaude jamais enregistrée. 2024, la première année à avoir dépassé le seuil de 1,5 degré Celsius. La planète a franchi la limite posée par l'accord de Paris. Un constat confirmé par l'organisme européen de surveillance du climat, Copernicus. Quelles conséquences? On en parle ce soir avec M. Mohamed Saïd Karrouk. Vous êtes professeur de climatologie à l'Université Hassan II de Casablanca. Vous êtes également ex-membre du GIEC. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir madame et bonsoir à tous les téléspectateurs de Média 1 TV. Alors, 2023 était l'année la plus chaude jamais enregistrée après l'année 2016. Là, on est en 2024 et c'est un nouveau record de chaleur apparemment qu'on atteint au niveau mondial. Comment expliquer la situation, ce réchauffement climatique qui semble s'accélérer de plus en plus? Les objectifs fixés par l'accord de Paris n'ont pas été atteints. On est en train de vivre un échec mondial. J'avais dit auparavant que le gros problème de l'humanité aujourd'hui vis-à-vis du climat, c'est celui de cette augmentation sans cesse. Ça veut dire un bilan énergétique qui ne fait qu'augmenter. Et je dirais même que c'est très dangereux ça, parce qu'on ne sait pas où on va. Et la science, il est en difficulté pour faire la modélisation de cette augmentation sans cesse. On peut modéliser un système qui est stable. On peut faire des prévisions sur un système qui est stable. Alors que le climat de nature, il n'est pas stable, c'est une variabilité, mais à ceci s'ajoute une augmentation de température qui ne se stabilise pas. Si, par exemple, cette température serait élevée et puis se stabilisait à un seuil, on pourrait chercher et travailler sur les méthodes et les manières, comment s'adapter. Or, puisque c'est instable, ça augmente chaque année, c'est très difficile. On ne peut pas faire une vraie modélisation ni une vraie étude. Et ceci nous laisse dans une grande difficulté. Et ceci va nous donner, qu'on le veuille ou pas, dans ces conditions, chaque année sera plus chaude que l'année passée, et ainsi de suite. Donc, ceci a été très prévisible par les scientifiques parce que selon les scénarios, si la température ne se stabilise pas, s'il continue d'augmenter, on va vers des températures très élevées sans dire où est-ce qu'on va. Mais par contre, si les scénarios de stabilisation, d'intervention, de baisse des gaz à effet de serre, et je dirais encore plus de la stabilité des fonctions du sol, de la nature du sol, et une sorte d'arrêt, si vous voulez, entre guillemets, de la modification des fonctions du sol, là, oui, on pourrait faire des modélisations, on pourrait s'attendre à quelque chose qui est plus clair et faire des projets dessus. Voilà. Des températures donc de plus en plus chaudes qui ne se stabilisent pas. Est-ce que les scientifiques s'attendaient au franchissement de ce seuil de 1,5 degré Celsius aussi rapidement, selon les projections qui ont déjà été émises? Et que faut-il pour pouvoir enfin stabiliser cette température? Alors, les scientifiques ont recommandé les 2 degrés Celsius. Mais les politiques à Paris, dans l'accord de Paris, ont préconisé et recommandé, pourquoi pas, 1,5. Parce que en 2021, la température avait déjà augmenté de 0,8 degrés Celsius vis-à-vis de l'époque pré-industrielle. Donc, il ne restait à 1,5 que 0,7 degrés. C'est pas 1,5, c'était 0,7 degrés. Et il ne restait à 2 degrés Celsius que 1,02. 1,2 plutôt. Et donc, on avait souhaité de ne pas dépasser le 1,5. C'était très dur, c'était très difficile sur le plan réel, sur le plan de la réalité terre-terre. Et donc, ceci a été dépassé. Maintenant, il faut faire tout ce qu'on peut, parce que la science ne dit pas qu'on peut rien faire, absolument pas.
Il ne dit pas que c'est le tard, il vaut mieux tard que jamais. Hein. Maintenant, il faut faire tout ce qu'on peut pour ne pas qu'il atteigne 2 degrés, parce que le 1,5 est déjà dépassé. Sinon, les scientifiques ont fait ces recommandations sur 2 degrés parce qu'ils n'ont pas une idée sur la manière avec laquelle le climat va fonctionner. Ce que nous savons sur le plan scientifique, les lois de la nature, les lois géophysiques ne changent pas. Mais les composantes principalement énergétiques, mais aussi l'interaction entre l'atmosphère, océan et continent, il change avec l'augmentation de la température. Et donc la distribution en est autre chose. Hein. Le cycle de l'eau sera autre chose. Et on est en train de le vivre maintenant. Et personne ne peut savoir comment il va fonctionner parce qu'on ne sait pas réellement. Et la distribution que nous avons, la distribution climatique, des phénomènes climatiques que nous avons maintenant dans les ouvrages et les recherches scientifiques sont devenus tout simplement une littérature, parce que la nouvelle distribution du nouveau climat est une autre chose complètement différente. Et on est en train de faire un effort pour comprendre ce qui se passe. Hein. Personne ne peut prétendre savoir tout ce qui se passe dans la nature. Hein. On apprend la nature. Justement, vous le disiez à l'instant, M. Karrouk, les scientifiques voulaient éviter qu'on arrive à 2 degrés Celsius. On s'est peut-être fixé cet objectif de 1,5 degrés Celsius qui était peut-être trop ambitieux au vu de la situation actuelle. Mais maintenant, c'est 2%, enfin c'est 2 degrés Celsius. Est-ce qu'on est proche? Selon certains analystes, on projette qu'on pourrait, si on continue en tout cas ce rythme effréné, on pourrait les atteindre dans la décennie et puis d'ici 2050 arriver à 3 degrés Celsius. Quelles seraient les conséquences? Malheureusement, c'est ça. Le 1,5 degré préconisé par l'accord de Paris, c'était en préparation de 2 degrés. Hein. Parce que si on veut ne pas arriver à 2 degrés, il faudrait travailler sur 1,5. Hein. Sur le 1,5 a été dépassé. Donc maintenant, il faudrait faire tout ce qu'on peut faire. Sinon, on sera dépassé ce qu'on appelle l'irréversibilité des phénomènes. Hein. Et donc, on pourrait donc arriver à un point de non-retour. C'est ça. Peut-être dans plusieurs composantes du climat, on est déjà dans le point du non-retour. Parce que le bilan énergétique planétaire, s'il s'est installé, sa situation actuelle au niveau océanique et au niveau atmosphérique, c'est quelque chose qui est dur. On ne va pas pouvoir la changer du jour au lendemain. Hein. Donc, il faut beaucoup de temps, mais dans ce beaucoup de temps, la Terre, elle s'entretient elle-même, hein, et il a des fonctions internes qu'on peut pas toucher. On est incapable de faire. Alors la politique, elle a essayé de trouver un remède à un problème naturel, mais ce remède, il est complètement dépassé parce qu'on n'a pas cette possibilité. Je sais que l'humanité a réussi le pari de l'ozone, mais l'ozone est une autre chose. Hein. L'ozone, c'est un gaz qu'on a réussi à remplacer par d'autres gaz moins nuisibles pour la couche d'ozone. Et le climat, non. Le climat, on n'a pas trouvé une alternative, principalement à l'énergie que nous utilisons comme une énergie fossile. D'une part, on n'a pas trouvé une énergie qui fait les mêmes fonctions que l'énergie classique, mais en même temps, on a complètement bouleversé les fonctions du sol à travers la planète. Et donc, on a ébranlé, si vous voulez, le bilan énergétique de sa base terrestre. Hein. Maintenant, le résultat, il est déjà là. Et ce résultat est en fait, c'est un phénomène. C'est un moteur qui fait tourner la machine. Hein. Et comment on va faire si on arrive à 2 degrés moi, j'ai peur qu'on n'a pas aujourd'hui tous les outils. Hein. L'agriculture, dans son rythme et dans ses méthodes actuelles, sera dépassée, hein, parce que avec une augmentation de la température, l'évaporation sera plus élevée.
Et la demande en eau du sol et des plantes sera encore plus puissante que maintenant. Comment va agir la plante? C'est quelque chose de très difficile. Là. On n'a pas une idée claire sur le fonctionnement des plantes vis-à-vis de la température, vis-à-vis de la circulation de l'eau dans les plantes. Nous avons aussi un gros problème de la distribution. Où est-ce que l'eau va manquer? Et certainement, il y a d'autres régions où l'eau sera disponible. Hein, parce qu'on ne sait pas la nouvelle distribution de l'eau, le cycle de l'eau, on ne sait pas comment il sera et fonctionnera. Combien d'eau va rester dans l'atmosphère? Et l'atmosphère, avec l'augmentation de la température, elle s'élargit. Il a un grand pouvoir plus important de garder l'eau dans l'atmosphère. Alors maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas revenir. Non, ça va revenir dans les endroits où la température baisse rapidement, autour des pôles en particulier. Il y aura beaucoup de neige. Hein. Mais le reste, on n'a pas une idée claire comment ça va se passer. Hein. On ne peut donc pas prédire aujourd'hui l'évolution de la situation, vous l'avez dit, des conséquences, un impact sur les écosystèmes, la biodiversité. Dans ce contexte mondial, comment se situe aujourd'hui le Maroc et quelles mesures sont mises en place, des mesures d'atténuation et d'adaptation pour les années à venir? Alors, je commencerai par dire que le Maroc fait beaucoup d'efforts dans sa stratégie de développement national. Ça, il faudrait le reconnaître, il faudrait l'encourager. Et moi, en tant que scientifique, je fais beaucoup de remarques sur les décisions dans ce sens. Ce qui est positif, je l'encourage et j'ajouterai d'autres recommandations pour l'activer beaucoup mieux. Et ce que je trouve qui est négatif, je fais mes remarques là-dessus et j'invite les décideurs à l'éviter. Parce que le réchauffement climatique, il n'y a pas que ce qui est négatif dans la question. Il y a aussi ce qui est positif. Hein. Mais ce qui est négatif est plus urgent parce que les destructeurs de nos systèmes. Et à partir de là, donc, le Maroc fait beaucoup d'efforts dans ce sens. Je rappelle qu'il n'est pas tenu de travailler sur l'atténuation parce que le Maroc ne pollue pas. Hein. C'est pas un pays pollueur, mais malgré tout, dans ses activités énergétiques nationales, il y a beaucoup d'atténuation dans sa stratégie, dans ses plans politiques. Ceci d'une part. D'autre part, le Maroc a choisi de développer l'agriculture. Hein. Et donc, l'agriculture représente un grand champ économique, une grande partie de l'économie nationale. Il fait travailler beaucoup de main-d'œuvre. Hein. Moi, j'appelle les Marocains à réfléchir sérieusement sur l'avenir de cette agriculture avant qu'il ne soit tard. Parce que notre agriculture aujourd'hui, il prend beaucoup d'eau. Il nous prend beaucoup d'eau et cette eau pourrait nous manquer même dans son abondance parce que l'évaporation, si elle augmente, si les précipitations sont de retour, si par exemple il augmente, je sais pas moi, il reste stable, qu'il n'augmente pas et que l'évaporation augmente, on n'aura pas les mêmes quantités d'eau, ce qu'on appelle l'eau efficace, hein, la pluviométrie efficace. Une alerte que nous entendons. Merci à vous, Monsieur Mohamed Saïd Kharouk. C'était un sujet très important. On aurait besoin d'en parler bien plus. On aura l'occasion d'en parler dans d'autres émissions. Faute de temps, merci à vous. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes professeur de climatologie à l'Université Hassan II de Casablanca et ex-membre du GIEC. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité.